module. Alors, quand on parle d'acteurs, oui, mais qui fait quoi? Il y a trois principaux acteurs, trois principaux groupes d'acteurs qu'il faudrait retenir. C'est d'abord l'Obito Atlantic Railway, Trafigura, et puis les consortiums des États qui sont en rivalité, mais qui ont mis en place un partenariat qu'on appelle Global Gateway et les PGI, les Partnership for Global Infrastructure and Investments, donc les partenariats globaux pour les investissements et les infrastructures. Donc, vous allez vous rendre compte que s'il faudrait les voir de plus près, le consortium ici, qu'on appelle l'AR, l'Obito Atlantic Railway, c'est un consortium privé chargé de la gestion du tronçon angolais. Donc ça, c'est implanté au niveau d'Angola. Et c'est une concession de 30 ans depuis 2023 qui joue un rôle crucial dans l'opérationnalisation du corridor de l'Obito. Mais de l'autre côté, il y a Trafigura, qui lui est un géant des négociations des matières premières, qui est aussi partie prenante dans la chaîne logistique du corridor, puisqu'il s'intéresse aux mines, aux rails, aux ports. Donc, c'est vraiment le moteur économique de ce projet, les mines, les rails et les ports. Et Trafigura est dans la négociation qui permet aux acteurs de fixer les cadres. Mais aussi, il y a les PGI et les Global Gateway. Alors, c'est tout simplement l'ensemble des accords ou des protocoles d'accords qui ont été signés entre les États, tels que les États-Unis, les États de l'Union européenne, les États africains en vedette, la RDC, la Zambie et l'Angola, ainsi que les autres partenaires stratégiques tels que la Banque africaine de développement et les autres partenaires techniques et financiers. Alors, ce sont eux qui financent le corridor. Les États financent les infrastructures. Alors, quand on parle d'État, je vous ai dit, il faut d'abord prendre en compte la RDC, l'Angola et la Zambie. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui assurent les politiques de transport, des douanes, des fiscalités, qui accordent des concessions ferroviaires et même qui doivent assurer à travers ces projets le développement au niveau local. Mais en dehors de ça, les États agissent aussi à travers les entreprises publiques. Au niveau de la République démocratique du Congo, il y a la SNCC, la Société nationale des chemins de fer. Donc, c'est pour l'exploitation ferroviaire, la maintenance, la coordination logistique. L'Angola en a, la CFB, et la Zambie, Zambia Railways. Donc, il y a aussi des entreprises privées qui viennent pour solliciter des concessions, telles que l'Obito Atlantic Railway. Il y a des organisations régionales telles que la SADC, la ZLECAF et la COMESA. Excusez-moi. Il y a des partenaires techniques tels que, et financiers, tels que la Banque mondiale. Je vous ai parlé de la BAD. Il y a le FMI et il y a beaucoup d'autres structures financières. Il y a des services de douane et des services logistiques. Ça, ce sont des services qui sont mis en place et gérés au niveau des États. Il y a la société civile, les organisations internationales telles que l'ONU, le PNUD, l'ITIE, l'OCDE, Chatham House, et il y a les instituts de recherche et les universités. Donc, ce sont là les parties prenantes ou les parties intéressées par ce projet du corridor de l'Obito. Mais maintenant, lorsqu'on parle des acteurs, il faut aussi parler de la matrice intérêt-pouvoir. Qui fait quoi, qui a quel intérêt et qui a quel pouvoir. Donc, la matrice, elle est là, mais je vais vous démontrer de manière visuelle. Par exemple, tous ceux qui sont dans la stratégie A, c'est des gens ou des entités clés du projet. C'est-à-dire qu'il faut les impliquer activement. Ces acteurs-là doivent participer à toutes les étapes de planification, de gouvernance, de suivi et d'évaluation. Ce sont les États membres concernés par le projet. La RDC, la Zambie, l'Angola, les États-Unis, la Chine. Bref, il faut vraiment faire du mieux possible pour les impliquer activement. Ils ont un haut intérêt et un pouvoir élevé. Dans la zone B, c'est des gens qui ont un faible intérêt, mais qui ont un pouvoir élevé. Cette catégorie-là, il faut la surveiller, il faut la motiver. Parce que les engager, les consulter dans les domaines, dans leur domaine, permettrait de réaliser les projets avec aisance. Mais aussi, il y a ceux qui sont
dans la stratégie C ou dans la zone C, ça veut dire qu'ils ont un intérêt certain, mais ils n'ont pas un pouvoir de décision. Ces gens-là sont là pour soutenir le projet, mais il faut les consulter. C'est notamment les ONG, les universités, les syndicats. Il faut consulter ces communautés-là. Et enfin, il y a dans la stratégie D ceux qui n'ont ni intérêt, non, ni les pouvoirs. C'est généralement des concurrents, tels que les États par lesquels traversent les autres corridors. Il faudrait trouver un moyen pour non seulement les contrôler, mais aussi s'informer sur leurs besoins et sur ce qu'ils font. Alors, cette matrice est importante, il faut la garder présente à l'esprit en tant que stratège. Nous avons terminé les enjeux, nous passons aux défis. Je vais vous mettre aussi un tableau synoptique des défis et une synthèse des principaux défis. Alors, le tableau synoptique, c'est que partout, qu'il s'agisse de la RDC, de l'Angola, de la Zambie, nous avons ces défis-là. En termes d'infrastructure, il y a un impact terrible dans l'héritage et l'augmentation de coûts. Il y a même parfois la rupture des flux. Il y a l'interopérabilité technique et cela impacte la coordination, ralentit les transports, ralentit la compétitivité. Il y a le problème de sécurité, c'est un défi, vous le savez, c'est que quand il y a insécurité, il y a aussi risque que les investisseurs ne viennent pas. S'il y a insécurité, il y a baisse de confiance des partenaires techniques et financiers. Donc, voilà les défis. Il y a les défis liés à la question des douanes et des procédures douanières. On a parlé des défis environnementaux. Il y a les défis de financement. C'est que si tout le monde dit, bon, je finance seulement cette activité-là, mais finalement, personne risque de financer l'autre activité parce que tout s'agglutine sur la même activité. Donc, il faut une bonne coordination pour éviter les risques de chevauchement et de fragmentation du projet. Et il y a beaucoup d'autres risques, beaucoup d'autres défis. Je vais vous les partager. Alors, retenez tout simplement qu'il y a des défis sur la gestion des infrastructures, la création et le maintien. Il y a un défi sur l'interopérabilité technique des systèmes ferroviaires. Il y a un défi de sécurité et de gouvernance parce que l'insécurité et la corruption peuvent automatiquement et alors malencontreusement mettre même en mal et en déroute ce projet. Il y a la question des douanes et des procédures et toutes les autres questions que nous avons épinglées. Alors, les opportunités pour les parties prenantes. Voici un tableau synoptique d'opportunités. C'est que pour la RDC, c'est le désenclavement du Katanga, c'est la possibilité d'avoir de nouvelles recettes douanières et fiscales, puisqu'en exportant, on gagne. Il y a une baisse des dépendances logistiques via l'Afrique australe, via l'Afrique de l'Est. Pour l'Angola, c'est la valorisation du port de Lobito, c'est le rayonnement géopolitique de la région et c'est la création des pôles logistiques et industriels. Pour la Zambie, c'est l'alternative d'export pour les cuivres et la réduction du coût d'accès aux marchés mondiaux. Alors, les autres opportunités, je vous laisse, vous allez les découvrir. Alors, qu'est-ce que les acteurs clés doivent mener comme action clé pour valoriser les corridors? Déjà, pour le gouvernement congolais, il faudrait s'assurer effectivement qu'on profite des recettes fiscales générées par l'exportation minière. Il faudrait développer des infrastructures et réaffirmer notre souveraineté économique. Alors pour cela, il faut très bien renégocier les contrats miniers en mettant en place une fiscalité équitable qui non seulement nous profite, mais aussi donne l'impression que nous renforçons réellement nos capacités en matière de suivi et de contrôle de ces contrats miniers. C'est important. Pour les entreprises minières, ils ont accès à des ressources stratégiques, mais elles doivent respecter les droits humains, investir dans la transformation locale et garantir la transparence minière, dans de l'exploitation minière. Pour les communautés locales, au-delà des emplois et du développement socio-économique, il y a accès à l'eau, à la santé, à l'éducation. Les recettes générées pourraient contribuer à promouvoir d'autres projets sur les plans d'approvisionnement en eau,
sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Mais les gouvernements ou les communautés locales devraient exiger des clauses sociales dans les contrats. Il faudrait renforcer la participation des communautés locales dans la négociation des contrats. Généralement, il y a des parts léonines qui se font entre chefs d'État ou entre plénipotentiaires sans tenir compte des inputs ou des insights des communautés locales et ça peut poser problème dans l'implémentation des projets d'envergure. Donc, c'est important. Pour les investisseurs étrangers, l'opportunité, c'est la diversification des portefeuilles, les rendements élevés des minéraux stratégiques. Mais il faut intégrer les critères d'environnement, les critères de respect environnemental, social et de gouvernance, ce qu'on appelle les critères ESG ou les normes ESG. Donc, qui tiennent compte de l'environnement, qui tiennent compte du développement social et aussi de la bonne gouvernance. Donc, là, les entreprises ou les investisseurs étrangers ont aussi l'opportunité là d'investir dans des chaînes de valeur locales. Alors, pour ces premiers modules concernant les enjeux, les défis et les opportunités, la RDC a la chance historique de désenclaver son intérieur, c'est-à-dire le Haut-Katanga, en diversifiant les débouchés miniers et en regagnant sa souveraineté. Pour les entreprises minières, c'est pour gagner du temps. Ces corridors réduisent les tracas logistiques et aussi assurent la sécurité des exportations. Pour les populations locales, c'est l'emploi, les infrastructures, la mobilité, la construction, c'est beaucoup de choses. Mais pour les institutions régionales, c'est l'intégration régionale, c'est l'économie verte. Donc, vous comprendrez que